13 heures, le journal. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Voici la une de cette édition. En Côte d'Ivoire, bientôt un nouveau mode de fonctionnement des CAFOP, Centres d'animation et de formation pédagogique. Bientôt un nouveau plan national de numérotation téléphonique. Ce sont là quelques points discutés hier pendant le Conseil des ministres au palais présidentiel. Réunion comme de coutume dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. À Paris, la capitale française, une journée dédiée à la Côte d'Ivoire lors du Salon international de l'agriculture, le SIA 2020. Cet événement a été marqué par une conférence autour du thème entrepreneuriat agricole et modernisation de l'agriculture en Côte d'Ivoire, suivie d'un échange avec des journalistes. Enfin, New Delhi, la capitale indienne secouée par des violences intercommunautaires, bilan 32 morts et plus de 200 blessés. En Côte d'Ivoire, plusieurs décisions et mesures prises hier lors du Conseil des ministres. À noter par exemple l'adoption d'un nouveau mode de fonctionnement des centres d'animation et de formation pédagogique, les CAFOP, en vue de renforcer la formation professionnelle des instituteurs. Le Conseil des ministres a également adopté une communication relative à la mise en œuvre d'un nouveau plan national de numérotation téléphonique. Tout de suite, les explications détaillées de Jérôme Kofi Abola. Le mercredi du Conseil des ministres au palais présidentiel ce 26 février 2020. La présente session, comme pour être conforme à la tradition, s'est illustrée au départ par une ambiance tout à fait bon enfant au moment où le président de la République, Alassane Ouattara, est accueilli à son entrée dans la salle de la réunion par les membres du gouvernement. Une ambiance qui précède une autre, celle marquant le déroulement des travaux qui plus est l'occasion pour le Conseil de prendre des mesures ou décisions face aux situations plus ou moins préoccupantes pour les populations. Par exemple, le processus de renouvellement ou de demande de la nouvelle carte d'identité citée ici pour en faire l'un des éléments choisis à la suite du point presse. Nous avons en prévision, et cela à partir du vendredi, nous aurons activé 344 kits supplémentaires. Cela va donc doubler la capacité d'enrôlement qui passera donc à 646 kits activés sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours plus tard, notamment le jeudi 6 mars prochain, 400 autres kits seront activés pour donner donc le chiffre de 1046 kits activés sur l'ensemble du territoire national. À ce chiffre, nous couvrirons déjà non seulement les 108 départements que compte le territoire national, les 33 régions, mais aussi nous couvrirons les 475 sous-préfectures fonctionnelles et même les kits seront déployés dans les sous-préfectures qui ont été créées mais qui ne sont pas encore fonctionnelles. À noter par ailleurs le projet de loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Ce projet de loi organique en application de celle-ci distingue ainsi l'Assemblée des rois et chefs traditionnels, le directoire de la Chambre et les comités régionaux. Les modalités de désignation des membres de l'Assemblée, organe délibérant, et du directoire, organe de mise en œuvre des décisions de l'Assemblée, reposent alors sur le maillage administratif des régions et départements de façon à faire prévaloir le consensus et à assurer une représentation inclusive de l'ensemble des aires culturelles nationales. Aussi, le Conseil a-t-il adopté un nouveau mode de fonctionnement des CAFOP qui consiste notamment au renforcement de la formation des maîtres ou enseignants. Cette nouvelle formule de fonctionnement des CAFOP comprend, au plan de la formation, 2 années de formation théorique dans les CAFOP portant sur les contenus d'une dizaine de modules en lien avec le référentiel de compétences du maître et 1 année de formation pratique dans les circonscriptions d'enseignement préscolaire et primaire sanctionnées par un examen de titularisation au certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Au plan de la gouvernance, les enseignants et administratifs bénéficieront durant l'année scolaire
d'un accompagnement de l'équipe technique du ministère en charge de l'Éducation nationale et de l'École normale supérieure ENS dans le cadre de la recherche-action et de l'encadrement des professeurs de CAFOP. Le Conseil a également informé sur la mise en œuvre d'un nouveau plan national de numérotation. Les numéros téléphoniques passeront désormais à 10 chiffres au lieu de 8. Le plan national de numérotation actuel, constitué de l'ensemble des numéros téléphoniques disponibles, arrive bientôt à saturation en raison du rythme de consommation et des besoins importants en numéros, notamment en matière de téléphonie mobile. Aussi, le Conseil a adopté, sur proposition de l'Autorité nationale de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, un nouveau plan en vue d'anticiper les perturbations des réseaux et sauvegarder l'économie nationale. Le nouveau plan national de numérotation proposé est de 10 chiffres au lieu de 8 chiffres anciennement et aura l'avantage d'offrir une capacité théorique de 10 milliards de numéros. Le prochain Conseil des ministres aura lieu, sauf cas de force majeure, la semaine prochaine, précisément le 4 mars 2020. Toujours en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Économie et des Finances a procédé récemment au lancement du rapport de diagnostic sur le financement de long terme. L'occasion pour Adama Coulibaly d'expliquer largement les enjeux de ce financement pour les économies africaines. Le point dans ce reportage de Cheikh Koné. Positionné dans la catégorie gamme moyenne du classement sur l'indice de développement des infrastructures en Afrique, AID, de la Banque africaine de développement, la Côte d'Ivoire doit développer ses infrastructures si elle veut atteindre le rang de pays émergent. Le déficit de financement dans le secteur d'ici à 2040 est estimé à plus de 25 000 milliards de francs CFA, selon l'Organisation économique globale, Infrastructure Hub. Des chiffres communiqués par Adama Coulibaly, ministre de l'Économie et des Finances, lors du lancement du rapport de diagnostic sur l'initiative de financement de long terme, FLT, de la Côte d'Ivoire. Autre point important de ce financement de long terme nécessaire à la Côte d'Ivoire, le logement. En effet, malgré les réformes entreprises par l'État pour redynamiser le secteur en mettant sur place des outils de financement, le manque reste énorme. 600 000 unités de logement à construire pour répondre à la demande. À l'inverse, les prêts immobiliers sont quasi inexistants. Les statistiques des prêts au logement relativement à l'ensemble des crédits bancaires donnent 3,1% et 2% respectivement pour 2017 et 2018. Infrastructures et logements sont donc les cibles à privilégier pour un financement de long terme de la Côte d'Ivoire. Lancé en 2017, le financement de long terme est une initiative conjointe de la Banque africaine de développement, du programme FSD Africa, de la coopération allemande de développement et du Making Finance Work for Africa. Dans l'actualité nationale également, les échanges entre le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique et les points focaux des différents ministères. Cette rencontre a porté sur la mise en œuvre dans les prochains jours du mécanisme institutionnel de veille stratégique. Les explications tout de suite de Mahama Traoré. Côte d'Ivoire 2040 est la 4e étude nationale prospective initiée par l'État. Contrairement aux 3 précédentes études, cette dernière innove en se dotant d'un mécanisme de veille stratégique. La veille stratégique et l'intelligence économique sont déterminantes pour mitiger l'effet des chocs internes et externes qui sont de nature à entraver l'évolution de notre cher pays vers la vision de développement souhaitée. Le mécanisme institutionnel de veille stratégique va bientôt entrer dans sa phase opérationnelle, mais avant, le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique a tenu à rencontrer les 4 points focaux désignés par département ministériel ou institution pour animer le mécanisme de veille stratégique. Nous devons passer à la phase opérationnelle. Et cette phase opérationnelle va se traduire par la réalisation d'une phase pilote. Nous aurons également à renforcer la capacité des différents acteurs techniques afin qu'ils puissent avoir les outils et les différentes techniques pour prendre en main cette plateforme que nous mettons en place. Le secteur privé a besoin de savoir où est-ce que l'État veut aller afin de pouvoir se positionner et nous saluons cela. Cela permet également d'être rigoureux en termes de gestion.
C'est le 30 septembre 2015 que le gouvernement a adopté la 4e étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2040. Les résultats de cette étude projettent la Côte d'Ivoire en 2040 comme une puissance industrielle unie dans sa diversité culturelle démocratique et ouverte sur le monde. En image, direction Paris, la capitale française où se tient le Salon international de l'agriculture, le SIA 2020. Une journée a été dédiée à la Côte d'Ivoire lors de cette 57e édition. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, a présidé une conférence autour du thème « Entrepreneuriat agricole et modernisation de l'agriculture ». Lutte contre les déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Un grand acteur de l'industrie agroalimentaire a décidé de soutenir le pays. Il s'agit de Nestlé, la multinationale suisse qui a signé il y a quelques jours un partenariat avec l'Agence nationale de gestion des déchets. Signature en présence de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto. Le point avec Frédéric Oulaï et Astou Touré. Un partenariat signé entre le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité et le géant de l'agroalimentaire suisse. Il porte sur 4 projets à modèle économique visant la réduction de l'impact des déchets plastiques sur l'environnement. Nos initiatives ont commencé dans nos murs, avec l'élimination des articles en plastique à usage unique qui ne peuvent pas être recyclés, 0 déchet à la décharge dans nos 3 usines. Nous ne saurions jouer pleinement ce rôle de leader sans un accompagnement de votre département à travers la NAGED. Un partenariat, mais aussi un engagement citoyen de la multinationale suisse. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité s'est félicitée de la mise en commun des efforts des 2 parties à mener la lutte contre les déchets plastiques. La mise en œuvre de notre politique de gestion des déchets vise en réalité à promouvoir l'économie circulaire qui a pour objectif de faire de cette politique une opportunité de création d'emplois. Les sachets plastiques constituent un danger pour l'environnement et à ce titre, le gouvernement n'a cessé d'exhorter les populations à les séparer de leurs ordures ménagères. Un acte qui participe à la préservation du cadre de vie. Sous-préfecture de Kondrobo, dans la région centre du pays, le centre de santé urbain a reçu récemment une ambulance. Ce véhicule qui va permettre au personnel soignant de pouvoir sauver plus de vies a été officiellement remis par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. C'est un reportage de Boubacar Silla et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Pour les populations de Kondrobo, situées à 35 km de Béoumi, l'évacuation sanitaire des patients était une véritable difficulté. Avant, les malades étaient transportés à moto et vraiment c'était difficile. Souvent, il n'y avait pas d'engin. Comment les faire partir? C'est des cas de décès, c'est des difficultés réelles que nous n'arrivons pas du tout à les circonscrire. Des inquiétudes désormais résolues avec le don d'une ambulance flambant neuve. En remettant les clés de cette ambulance tout-terrain, le ministre Sidi Temoko Touré, fils de Béoumi, a expliqué la volonté affichée du président de la République, Alassane Ouattara, de se soumettre à tout ce qui profite au bien-être des populations. Sidi Touré exhorte ces populations à faire un bon usage de l'ambulance, tout en les invitant à cultiver les vertus de paix propices au développement. Le gouvernement apporte des réponses structurées aux différentes attentes, mais il existe souvent quelques poches qu'il nous faut combler. Et donc, avec l'appui du ministre de la Santé, nous avons pu obtenir cette ambulance pour une sous-préfecture qui est isolée, coupée carrément du département par le Bandama. Pour les bénéficiaires, la présence de cette ambulance va réduire le délai de prise en charge des malades. Un gain positif. En plus de ce don, le ministre Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement n'entend pas se limiter à cette action. Très bientôt, le centre de santé de Kondrobo, construit en 2002, sera équipé et l'eau potable sera une réalité dans la localité.
Démarches sportives, campagnes de sensibilisation et autres séances de dépistage pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. C'est une initiative du réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire. Le FEMICI a ainsi lancé ses toutes premières activités dans le pays. Chris Diomandé et Didier Nguessan. 54 minutes de procession de l'hôtel communal de Cocody au Carrefour Saint-Jean en passant par le feu de la RTI. Le réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire, FEMICI, à travers cette marche sportive, exhorte les femmes à la pratique du sport, gage d'une santé durable. Le réseau sensibilise ces dernières contre le harcèlement et le dépistage du cancer du col de l'utérus et des seins. Nous avons à cœur leur bien-être physique et moral pour qu'elles soient performantes dans leur environnement professionnel afin d'augmenter le nombre et valoriser leurs compétences. C'est l'objectif de cette première édition de la caravane dénommée Mine Rose qui vise à sensibiliser contre toutes les pathologies ou toutes les maladies qui peuvent freiner à l'épanouissement d'une femme. Présents à cette première édition des activités de la FEMICI, les responsables du secteur minier de Côte d'Ivoire n'ont pas manqué de mettre en exergue l'importance du sport, facteur d'élimination de nombreuses maladies. Ils ont aussi encouragé les femmes à ce genre d'initiative. Cette journée représente quelque chose qu'il faut rééditer pour que les femmes de notre secteur se sentent vraiment considérées et qu'elles occupent la place qui est vraiment la leur. Le FEMICI, qui est une organisation donc, partenaire du ministère qui fait la promotion du genre dans le secteur des mines. Nous sommes là pour dire que le ministère est vraiment en symbiose avec le FEMICI. Créé depuis un an, le réseau des femmes du secteur minier de Côte d'Ivoire aide les femmes à se faire dépister contre ces deux pathologies qui sont à l'origine de 13% de mortalité dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. Une rencontre pour amener les jeunes filles à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. Il s'agit d'une compétition pédagogique organisée il y a quelques jours dans la commune de Cocody par le Zonta Club Abidjan. Les détails, Sephora Zegui. Les femmes sont peu représentées dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, tant au niveau universitaire que professionnel. Et lorsqu'elles sont présentes dans les domaines scientifiques, elles sont sous-représentées au niveau décisionnaire. Le Zonta Club d'Abidjan veut contribuer à emmener les filles à s'intéresser aux filières scientifiques. Le club service a initié un jeu concours génie en herbe pour emmener les jeunes filles à s'intéresser aux sciences. Le Zonta Club d'Abidjan, en organisant cela, va permettre à ces jeunes filles de ces différentes écoles de les booster un peu, de les intéresser, de les sensibiliser, de les mobiliser et de savoir que ce n'est pas un domaine réservé uniquement aux hommes. 3 établissements scolaires du secondaire général ont âprement concouru à cette compétition. Les candidates ont rivalisé d'ardeur à travers des questions scientifiques et de culture générale. Les filles du cours secondaire méthodiste de Cocody, vainqueurs de ce jeu, encouragent toutes leurs camarades à aimer les sciences. Je conseille à mes camarades filles de s'intéresser aux sciences car ce n'est pas que la littérature qui apporte beaucoup. Elles doivent se baser sur tout pour être meilleures en tout. Cette initiative est l'occasion pour le Zonta Club d'Abidjan de rappeler que les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. L'éthique et la déontologie au centre d'un séminaire de formation à l'endroit des commissaires de justice de Côte d'Ivoire. Cette toute première rencontre du genre a été organisée par la commission paritaire des commissaires de justice. Astou Touré. Huissiers de justice et commissaires priseurs, désormais dans le même corps de commissaires de justice. C'est une décision du gouvernement de Côte d'Ivoire qui veut réunir les membres de cette famille antique d'auxiliaires de justice pour plus de proximité, d'efficacité et de promotion de l'état de droit. Pour matérialiser cette décision, la commission paritaire des commissaires de justice de Côte d'Ivoire a initié le premier séminaire de formation des commissaires de justice. La rencontre vise à inculquer aux ex-commissaires, priseurs et huissiers de justice les valeurs d'éthique et de déontologie de la nouvelle corporation. Ce séminaire inaugural de formation des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires priseurs est le premier pas d'une marche nécessaire, indispensable,
et obligatoire vers une mise à niveau mutuelle pour une amélioration significative de nos capacités dans l'exercice de notre nouvelle profession. La fusion enclenchée est gage d'efficacité, en gain de temps et pourrait inspirer une harmonisation internationale à long terme. L'harmonisation au niveau africain, c'est qu'on puisse retrouver dans les différents statuts des différentes chambres des règles standards. Et c'est ainsi que progressivement on va aller vers une harmonisation. Mais on peut avoir des règles qu'on retrouve dans chacun de nos statuts. L'huissier de justice est un élément de l'état de droit. Et il faut qu'il puisse exécuter de façon efficace toute décision de justice et évidemment sans mettre en danger sa vie. Donc il est essentiel que l'État, lui donne tous les moyens pour pouvoir remplir cette mission avec efficacité. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme rassure les membres de cette corporation de la disponibilité et la volonté de l'État à les accompagner dans l'exercice de leur mission. Pendant 4 jours, les démocraties face aux manipulations de l'information, c'est le thème retenu pour la 8e édition du Forum des étudiants en journalisme de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC. Ces apprenants et leurs aînés anciens diplômés ont pu ainsi partager leurs expériences. Pour en parler, Maï Sanogo et Jean-Marc Djadji. Après l'école de journalisme, c'est l'école de publicité et marketing qui organise sa journée scientifique. On veut attirer l'attention des étudiants sur ce fait que c'est bien de se former ici à l'école, mais à côté, il faudrait qu'on pense à mieux préparer notre entrée dans le monde professionnel. Donc les formateurs qui sont là, ce sont des formations qu'ils font payantes, voilà, en dehors d'ici. Donc on pourra déjà établir le contact entre ces formateurs et les étudiants afin de trouver des moyens pour que les étudiants puissent bénéficier encore de ces formations-là, mais à des coûts réduits. Pour les étudiants en publicité et marketing, seule la notion sur la gestion de la relation client à travers les formations prépare à mieux affronter le monde professionnel. Donc je pense qu'au sortir de là, on aura beaucoup plus d'aisance à pouvoir affronter les exigences du monde professionnel. Ce qui nous a plus ou moins le plus marqué, c'est dans une entreprise, quels sont les différents atouts que nous pouvons mettre en avant pour pouvoir faire prospérer l'entreprise. Déjà, pour nous, c'est quelque chose qui est très important. Également, ils ont eu à toucher l'aspect stratégique. Voilà, il faut dire également que tout ce qui est stratégie, c'est vraiment le socle, la base de tout ce qui est en entreprise et tout ça. Pour les initiateurs, ce forum vise à répondre aux difficultés que rencontrent les acteurs du secteur. Des festivités à l'ANARE, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité. Plusieurs agents ont été décorés récemment. C'était une cérémonie pour récompenser leurs contributions respectives au développement de cette structure étatique. Safia Kouyaté et Francis Boifo. Ils sont 25 au total à être honorés ce jour pour leur abnégation au travail et pour l'accomplissement de leurs différentes missions depuis des années de service. Leur ancienneté varie entre 15 et 35 ans de carrière à l'ANARE. Je voudrais dire merci à toute la nation ivoirienne qui, à travers ces institutions, célèbre le mérite des travailleurs qui concourent partout où ils sont au développement de la Côte d'Ivoire. Ces agents ont reçu leur médaille d'honneur des mains du parrain de cette cérémonie, Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Ce dernier les a exhortés à œuvrer davantage pour le secteur de l'énergie. Félicitations à vous, félicitations à vos familles parce qu'elles ont fait preuve de soutien. Vous avez sûrement passé plus de temps au travail au cours de ces dernières années qu'avec vos familles respectives et l'État aujourd'hui vous le témoigne. Beaucoup reste encore à faire. Nous comptons sur vous pour qu'ensemble nous puissions relever tous les défis dans le secteur de l'énergie. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARUSI, est une autorité administrative indépendante conduite par un conseil de régulation dont la mission principale est de suivre et appliquer les lois et règlements régissant le secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire.
Toujours en Côte d'Ivoire, à l'issue des travaux du premier forum mondial de l'Organisation du tourisme sur l'investissement touristique, les représentants des différents pays ont participé récemment à une croisière. C'est une initiative du ministère du Tourisme et des Loisirs. Objectif, faire découvrir et apprécier les potentialités touristiques du pays. On en parle avec Patricia Etia. Le but était de faire découvrir aux délégations qui ont pris part au forum sur l'investissement touristique les îles les plus convoitées de notre pays, la Côte d'Ivoire, notamment l'île Boulé. Située au nord-ouest de la commune de Yopougon, elle compte plusieurs hôtels de luxe, des espaces détente, des infrastructures modernes avec une vue agréable sur le plan d'eau lagunaire. 2 heures environ de balade lagunaire, la croisière s'est amusée au rythme de sonorités ivoiriennes exécutées par un orchestre, a été très apprécié. C'est mon premier séjour et c'est un séjour merveilleux et je ne manquerai pas de revenir. Nous, notre rôle aujourd'hui en tant que Côte d'Ivoire Tourisme, c'est de faire la promotion de ce patrimoine culturel, à fond dans la promotion de ce patrimoine culturel. Pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, ce type de loisir est devenu une activité importante de l'industrie touristique dont le marché augmente chaque année davantage. Toujours dans le domaine touristique, il faut compter à peu près 800-900 passagers environ qu'on peut recevoir par mois si nous faisons au moins 3 croisières par semaine. Faire cette randonnée sur la lagune en vue de leur faire découvrir les merveilles de ce pays. Le tourisme de croisière représente un des segments du marché touristique. C'est un secteur d'activité en pleine expansion. Les croisières ont un fort impact sur les pays qui accueillent leurs activités car elles requièrent de bonnes infrastructures portuaires. En image, le lancement de Aoulaba édition 2020, le concours dédié à la beauté authentique africaine. Selon les membres du comité d'organisation de cet événement, les présélections vont commencer le 21 mars prochain dans la commune de Marcory. À noter que le concours Aoulaba 2020 va parcourir 7 villes de l'intérieur du pays et 6 communes du district d'Abidjan. Un mot à présent sur la 3e édition du dialogue interreligieux de l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre s'est tenue du 18 au 19 février dernier dans le district d'Abidjan. Plusieurs guides religieux ont participé aux échanges. Ami Meïté et Alexis Ouedraogo. Le rôle des religieux en politique. Doivent-ils prendre une part active dans le jeu politique? Doivent-ils faire preuve de neutralité? Doivent-ils faire preuve de passivité face à la dérive de certains animateurs de la vie politique? Quelle contribution des religieux pour instaurer une paix durable en Côte d'Ivoire? À quelques mois de la prochaine échéance électorale, la collaboration entre l'ambassade d'Israël, le centre de recherche politique allemand Konrad Adenauer et le centre de recherche politique d'Abidjan sur le dialogue interreligieux vient recentrer le débat de la religion dans le jeu politique en Afrique de l'Ouest. Des échanges essentiels pour les pays tels que la Guinée et le Togo représentés au forum. Le cadre entend favoriser les réflexions sur le rapport entre politique et religion. Pour les participants, l'occasion est celle d'un cadre de réflexion sur le renforcement de la cohésion sociale. Travailler pour la paix, dans un esprit de paix, alors nous donnons des messages à tous nos fidèles, au peuple, que voilà comment il faut se conduire. Détruire les biens publics, c'est transgresser les lois de Dieu. Donc nous devrons faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse vivre des moments tranquilles. La 3e édition du dialogue interreligieux a vu la participation en plus du monde religieux de représentations politiques et de la société civile ivoirienne. Le nombre de contaminations dues au coronavirus continue de grimper. Cette situation a emmené les autorités saoudiennes à prendre des décisions fermes. L'Arabie saoudite a donc décidé de suspendre temporairement les entrées dans le royaume pour les personnes souhaitant effectuer la Oumra, le petit pèlerinage à la Mecque. Plus de 40 pays dans le monde sont désormais touchés par le coronavirus. Enfin, 32 morts et plus de 200 blessés dans des violences intercommunautaires en Inde. Des quartiers de la capitale New Delhi sont le théâtre de violences entre populations musulmanes et hindous.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.